La République démocratique du Congo, c'est un pays qui veut se faire développer et qui a vraiment besoin de tout Congolais de partout où ils sont. Et nous allons nous rappeler du discours du chef de l'État lors de son investiture où il a demandé à tous les Congolais de s'investir à l'homme afin que nous puissions tous ensemble développer ces pays. Merci, chers téléspectateurs. Nous voilà à notre énième numéro de l'émission Invité de la scène. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de deux sujets et nous avons un invité d'abord et puis il y aura une autre invitée qui va s'ajouter pour que nous puissions parler Congo. Aujourd'hui, sincèrement, nous allons parler Congo. Comme vous savez que cette émission est bilingue, donc il y aura des moments où nous allons dire ou glisser quelque chose en lingala pour que nous puissions atteindre tous les Congolais, même au fin fond de la RDC. Nous avons un invité, un Congolais qui vit en Europe, mais c'est un Congolais. Nous allons dire son nom, il s'appelle Sizei Mayala et lui, il va nous dire qui il est. D'abord, bonjour Monsieur Sizei. Bonjour. Et je vous remercie pour l'invitation dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, petite précision, je suis à cheval entre l'Europe et aussi la République démocratique du Congo parce que je me suis installé ici depuis 2013. Ok. Voilà. Alors, moi, je suis Sizei Mayala, comme vous l'avez précisé. Je suis un jeune entrepreneur et je suis également président de l'ONG Congo Elika, qui est une association, une ONG qui œuvre en République démocratique du Congo, qui essaye d'apporter des actions socio, économiques et politiques sur le terrain. Voilà, donc nous avons fait des actions majoritairement humanitaires, ici à Kinshasa, à Goma, un peu dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Maintenant, on embraye un peu sur le volet politique et nous faisons non seulement des critiques, mais en même temps, nous apportons aussi des propositions. Voilà. Alors, je crois qu'on a compris. Vous pouvez brièvement vous présenter, à part ce que vous faites, vous expliquez ce que vous avez fait comme études et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai une formation académique comptable. Je suis comptable de formation et aujourd'hui, je gère une société en Europe dans le domaine social et également, je suis trader indépendant. C'est ce qui touche le domaine foncier. Le domaine financier plutôt. Okay. Alors, c'est des investissements dans les marchés financiers. Voilà un peu l'activité que je fais. Et je suis ici, je me suis installé, j'ai pu, Dieu merci, construire ma maison. Je vis à Mongafula, au niveau de Kimwenzagar, depuis 2013. Donc, comme je l'ai dit, je suis à cheval entre le Congo et la République démocratique du Congo. Et nous faisons des actions sur le terrain. Merci. Nous allons directement dans le jeu. Nous avons deux sujets aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous avons la spoliation des biens immobiliers des Congolais en RDC. Et notre deuxième sujet sera le rôle que doit jouer la diaspora congolaise vis-à-vis de la RDC. Alors, nous allons commencer directement avec le premier sujet qui est la spoliation des biens des Congolais en RDC. Voilà. Si nous allons évoquer ce sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Exactement. Alors, pourquoi on met l'accent sur ce sujet? Parce que je suis moi-même victime de cette spoliation qui est orchestrée par une mafia qui agit dans l'impunité. Et cette mafia se cache un peu derrière certaines autorités. Alors, moi-même victime, ainsi que des voisins qui ont aussi fait cette démarche de venir au pays, de vouloir s'installer. Et quand on vient s'installer en République démocratique du Congo, il faut avoir une demeure, il faut avoir un endroit où habiter. C'est ça. Donc, si vous avez la possibilité, ben, vous allez vous construire un lieu de résidence à vous. Alors, c'est à partir de là que les problèmes sont tombés. Nous avons eu affaire à une mafia, hein, c'est le terme approprié, je ne vais pas... Non, c'est voilà, normal. tout à fait. Quand c'est mafia, c'est mafia. Et c'est une mafia qui essaye de nous exproprier, qui essaye de nous polluer. Nous avons saisi de justice, nous avons eu une décision de justice, mais nous avons vu que ces personnes ne respectent rien. Alors, nous sommes un peu dans une difficulté. Et ce qui est bien, c'est que nous avons puisé toutes les procédures pour pouvoir être dans nos droits. Mais il s'avère qu'à la suite de nos démarches,
Rien ne se fait encore jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de victimes sont dans cette situation comme je le suis. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de venir parler de ce sujet. Et moi, le message que je passe au jour d'aujourd'hui, c'est que nous venons de la diaspora, c'est vrai. Vivre dans des pays en Occident, à l'étranger, c'est pas facile, c'est très difficile. Donc, quand une personne arrive à faire des économies, revient dans son pays natal, construit quelque chose et essaie de développer des activités, et peut-être ce qu'il a construit, c'est sa future retraite. Il va vivre là. Mais quand on vient nous dérober nos biens comme ça décourage. Et puis, c'est là qu'on commence à véhiculer une mauvaise image du pays. C'est là qu'on commence parce que, vous savez, la République démocratique du Congo est un grand pays, et même le président qui est intervenu à Paris récemment sollicite la diaspora pour venir investir, à s'installer. Voilà, mais si la diaspora n'est pas protégée, parce que la diaspora, beaucoup le font, hein, viennent sur le pays, créent des activités, ils créent des sociétés, etc., ils s'installent. Mais quand vous n'êtes pas protégé, quand des personnes qui viennent investir, pas seulement la diaspora, quand une personne vient investir en République démocratique du Congo et qu'elle n'est pas protégée, qu'on arrive à lui ravir ses biens par des personnes qui ont des accointances ou qui sont proches du pouvoir, c'est très difficile. Nous allons aller doucement, mais sûrement vers notre, pour bien traiter notre sujet. Monsieur Mayala, donc, oui. D'abord, dites-nous, la parcelle dont vous faites allusion se trouve dans quelle commune, dans quel endroit, dans quelle adresse? Alors, la parcelle, j'ai deux parcelles à Mongafula qui se situent à Kimwenza, au niveau du domaine Takizal. Alors, c'est l'avenue Mayala, c'est une avenue qui porte mon nom, justement. C'est vous qui êtes... J'étais le premier à construire. Ok. Parce que, pour dire la vérité, c'était une forêt quand je suis arrivé. Okay. Voilà, comme j'étais le premier à construire, et justement, je voulais un coin un peu paisible, calme, parce que quand on est à Mongafula, c'est vraiment un secteur où vous avez un beau paysage rural, et c'est urbano-rural, hein, Mongafula, c'est urbano-rural, c'est un peu campagne, et moi, c'est ce que je voulais. Voilà. Mais je m'attendais pas à ce qu'on vienne me frapper par la mafia foncière. Donc voilà, c'est au niveau de Kimwenza Gare, le domaine Takizal. Et puis, nous, le quartier où nous sommes a été surnommé Gombe. Donc, une personne qui vient dans ce secteur demande Gombe. Il se trouvait, moi, je suis sur le numéro 8, avenue Mayala. J'ai deux parcelles et puis, j'ai des voisins aussi qui sont victimes. Hein. Je ne suis pas seul. Voilà, nous sommes plus d'une quarantaine de personnes dans ce domaine où nous sommes victimes et nous nous battons chaque jour pour pouvoir récupérer nos biens et faire valider nos droits parce que nous avons les documents fonciers nécessaires. Nous avons fait des documents en bonne et due forme. Voilà. Au niveau du cadastre, là où je vous parle, j'ai un certificat d'enregistrement sur mes deux biens. C'est par là que je voulais arriver. Est-ce que vous avez des documents Tout à fait. Qui attestent que la parcelle, c'est vous qui êtes l'acheteur, vous avez acheté chez tel monsieur. Tout à fait. Et le monsieur avait aussi des documents. Tout à fait. Et voilà. Des documents délivrés par le service du cadastre qui représente l'État. Voilà. Je n'ai pas été prendre ces documents dans ONZ ou je ne sais pas où. Je l'ai pris au service du cadastre. Donc, dans un premier temps, j'ai eu un contrat de location. J'ai fait la mise en valeur. Ça a pris un certain temps. Et puis, j'ai pu obtenir mon certificat d'enregistrement. Donc, ça a pris pas mal d'années. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous avez un certificat d'enregistrement, on dit que c'est inattaquable. Au bout de 2 ans, si personne ne vient faire des réclamations, c'est un document qui est inattaquable. Mais la mafia qui a réussi à obtenir un document fallacieux a pu justement faire une demande auprès d'un juge qui lui a donné l'autorisation de venir nous déguerpir et sceller nos parcelles, ce qui n'est pas normal. Alors, nous allons informer à nos téléspectateurs que toujours le BLACG, Oyo, ils ont un peu récent, parce que nous avons eu l'État au Kitana terrain, là c'est de Maya la Zoloba. Nous avons eu l'État au Kitana, nous avons des images, je crois que vous êtes en train de voir les images qui sont en train de circuler dans vos postes téléviseurs. Nous avons vu la parcelle, nous avons aussi interrogé les voisins. Tout à fait. C'était, en tout cas pour moi, je vais dire que Mikanda, Oyongana Monaki Juruana, Isaki Mikanda, vrai. Et Batu Oyo Bazaki place pour que Pekisa et que tu accèdes à la parcelle, je n'avais pas. Et puis, quand j'ai eu le temps à Oswana Bango, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de n'est pas bien. Bon, je me dis que suite non et Banasiko, quand le monsieur vient vous attaquer pour Kibo Bima, qu'est-ce que vous avez fait? Justement, nous avons saisi la justice
nous avons obtenu un jugement avant de dire droit. C'est un jugement qui vient suspendre le précédent jugement que l'assaillant, je vais l'appeler, avait obtenu grâce à un juge corrompu. Je le dis le terme, c'était un juge corrompu. C'est normal. Si voilà. on dit ici, on il n'y a pas de tabou. Mais on dit des choses telles qu'il est et avec le respect. Tout à fait, sans tabou. Voilà, donc il a pu obtenir ce jugement qui lui a permis d'envoyer des policiers pour sceller nos parcelles et nous déguerpir. Et nous, on a, dans la foulée, attaqué, donc nous l'avons attaqué en justice et nous avons obtenu un jugement avant de dire droit qui suspend le jugement. Malgré cette décision de justice, ce monsieur, qui apparemment a des relations, ne veut rien savoir, continue à nous envoyer des policiers pour perturber notre quiétude au niveau de Mongafula. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même situation. Est-ce que vous avez quand même pu contacter les autorités judiciaires? Tout à fait. Nous avons fait appel à ce qu'on appelle l'auditorat supérieur dans un premier temps et l'auditorat général dans un deuxième temps. Ces deux entités sont intervenues sur le terrain. Tant que bazo kima. Les policiers ils ne sont pas en règle. Mais quand l'auditorat repart, donc c'est un peu un jeu du chat et la souris qui se passe. Mais est-ce que sincèrement non, parce que c'est vrai que ça demande un coût quand même. On est au pays, il y a certaines réalités qu'il faut savoir. C'est vrai que dans d'autres pays, il y a certaines actions où on ne va pas forcément vous demander de payer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que pour qu'ils puissent rester en permanence, ça demande un coût. Voilà, donc c'était un peu ça qui nous a un peu mis en difficulté parce que nous avons déjà aussi pas mal dépensé pour que l'on puisse, non seulement au niveau du procès, etc. À Kinshasa, ça demande beaucoup. Exactement, exactement. Donc, payer les avocats, payer les magistrats, ainsi de suite. Alors, nous, sincèrement, on a été un peu essoufflés. Déjà que, imaginez-vous, vous êtes là en train de faire des constructions de biens. Et personnellement, j'en ai 2. Alors, en plus, le jugement coûte assez cher ici, la justice coûte assez cher, et il fallait encore déployer une certaine somme pour pouvoir mobiliser l'auditorat militaire chaque jour. Donc, c'est un peu cette contrainte-là. Et ce qui font que eux profitent justement de, si vous voulez, un peu de notre manque de financier pour pouvoir revenir et puis s'installer et faire ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Maintenant, ce que je vais dire, il y a une question qui me vient en tête pour vous poser. Après l'auditorat est venu, il constate que non, ces gens-là, Kimi, Batik Espace, ils entrent avec vous, après quelques temps, ces gens reviennent. Reviennent, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Parce que pour moi, je trouve que non, on ne peut pas s'arrêter là. Tout à fait. Alors, nous avons même fait intervenir un média, le vôtre également, et puis nous avons dressé un courrier, nous avons pu avoir un interlocuteur au niveau de la présidence, où nous avons sollicité l'aide directement justement de la présidence. Est-ce qu'on peut savoir si c'est qui ou bon, je préfère taire le nom pour éviter... Voilà, mais il n'y a pas eu de résultat jusqu'à aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y a aussi des gens qui disent souvent que je travaille à la présidence, mais il n'est rien là-bas. Peut-être qu'ils balayent. Exactement. Peut-être qu'ils balayent et qu'ils disent que non, moi, je travaille à la présidence. Exactement, exactement. Il est en costume, il dit qu'il travaille à la présidence. Bon. Dans tous les cas, il n'y a pas de résultat que nous voulons escompter. Il n'y a aucun résultat jusqu'à aujourd'hui. Et moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que beaucoup de personnes, non seulement des personnes de la diaspora, mais des Congolais de la République démocratique du Congo sont dans des situations. Vous pouvez même prendre un avocat au hasard, l'interroger. 80% de ces dossiers concernent les conflits fonciers. Donc c'est vraiment un fléau, c'est un problème qui est grave. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir agir dans ce sens où je sais que on avait eu un message de la présidence qui disait qu'il y allait avoir la numérisation, la centralisation, ça va beaucoup aider. Si on arrive à numériser le domaine foncier et même l'administration de manière générale, ça va déjà beaucoup aider. Et c'est pour ça que nous aussi, on essaye d'interpeller les autorités pour qu'ils puissent numériser le domaine foncier. Parce que c'est un domaine important. Beaucoup de personnes qui viennent investir veulent s'installer. Alors si on est empêché par une mafia, par des gens qui viennent nous perturber chaque jour, ça va être compliqué. Ça va empêcher justement ces flux de personnes qui souhaitent venir investir au pays. C'est vraiment un frein. Il faut vraiment combattre ce mal en profondeur.
Alors, je sais que c'est difficile ces derniers temps dans notre pays pour la justice, et surtout dans ces matières-là des affaires foncières. Nous avons aujourd'hui un ministre jeune, quelqu'un qui parlait beaucoup quand il était en dehors des affaires. Et est-ce que vous pouvez croire à ce monsieur-là? Il s'appelle Constant Ntamba. On dit que non, lui-là, celui-là, il parlait beaucoup, il disait qu'il a beaucoup de réformes à faire du côté de la justice. Maintenant, il est le numéro 1 de la justice congolaise. Est-ce que vous pouvez croire à ce qu'il puisse quand même faire quelque chose dans ce sens-là? Alors, cette personnalité, parce que c'est une personnalité, je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu justement sur certaines interventions qu'il a pu faire dans les médias, mais on a toujours espoir. Vous savez... Et surtout que c'est un jeune. C'est un jeune, justement. C'est un jeune. Peut-être que il va pouvoir trouver comment dirais-je, il va peut-être apporter un changement. Il faut toujours avoir cet espoir-là. Hein. Tout n'est pas chaotique. Ça n'a pas été avec le précédent. Le nouveau est arrivé. Nous allons voir et nous allons même essayer de le solliciter pour ce problème-là. Donc on a espoir. Je ne vais pas dire que non, j'ai pas confiance en ce monsieur. Je vais attendre ce qu'il pourra faire, non seulement de manière générale dans le domaine foncier, parce qu'il y a un gros travail à faire, mais en même temps par rapport au problème, parce que je suis pas le seul, nous avons beaucoup de voisins, et même j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui viennent dénoncer, parce qu'ils sont dans des situations, certains sont dans des procès qui durent depuis 10 ans, vraiment. Certains ont perdu beaucoup d'argent, donc c'est franchement un fléau, et c'est un problème qu'il faut vraiment traiter à la racine. Vraiment. Je crois que nous sommes en train de descendre pour notre premier sujet. Nous allons vous poser la question. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités par rapport à cette affaire-là? Ce que je demande aux autorités compétentes, de pouvoir numériser et de centraliser le domaine foncier. Les informaticiens, les ingénieurs, les développeurs informatiques, ce n'est pas ce qui manque chez les Congolais. Et c'est des personnes qui sont prêtes à venir travailler. Il faut juste leur donner la possibilité. Dans mon réseau, j'ai des ingénieurs en informatique, j'ai des personnes qui maîtrisent le domaine informatique, qui travaillent pour des multinationales. C'est des personnes qui sont prêtes à venir sur le terrain en République démocratique du Congo pour changer le domaine foncier, pour numériser le domaine foncier. C'est ça qui va pouvoir nous sauver de toute cette mafia qui gangrène en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Chers téléspectateurs, nous avons évoqué avec M. Césaire Mayala le sujet de la spoliation des biens immobiliers en République démocratique du Congo. Vous avez pu comprendre sa volonté ou son vouloir. Donc, il est en train de subir quelque chose qu'il n'avait pas voulu. Quand il a quitté l'Europe pour venir investir ici en RDC, c'était pour chercher à développer les pays, comme nous avons dit, nous l'avons si bien dit au début de notre émission. Mais malheureusement, il y a des forceurs qui continuent à détruire notre pays avec des faux documents. Mais malheureusement, ces gens-là sont aussi soutenus par quelques autorités judiciaires. Tout à fait. Je suis confus, donc je crois qu'on ne va pas s'éterniser là-bas. On va passer dans notre deuxième sujet pour que nous puissions parler maintenant du rôle que doit jouer la diaspora congolaise vis-à-vis de la RDC. Ok, nous sommes à notre deuxième sujet où nous allons parler du rôle que doit jouer la diaspora vis-à-vis de la RDC. Et vous avez vu que notre plateau a changé. Il y a une autre invitée qui s'est ajoutée pour que nous puissions parler en long et à large de ces sujets. Ndeko, il y a Kinshasa et puis dans le monde entier, besoin d'Abisso, invité de la SEM aujourd'hui, Toyambaki, M. Césaire Mayala, où Tolobeli d'abord, premier sujet, exploitation des biens immobiliers dans la RDC, et aussi Tozoyamba, Tobaki, si pour un deuxième sujet, où tu as toujours M. Mayala à tout regarder, Tobaki, c'est M. Dido Lakama, qui lui aussi, un diaspora, qui vit à cheval aussi, RDC et aussi la Belgique maintenant. Et alors, c'est avec ces deux invités que nous avons parlé de ce sujet qui est vraiment piquant. Moi, je dirais ça comme ça. Exactement. Nous allons directement commencer avec M. Dido. Présentez-vous brièvement, en tout et à l'heure. Bonjour, je me présente, M. Dido Lakama.
J'ai la chance d'être coordinateur de deux structures. D'abord, c'est Change SBL, Moutouli Bosso, qui opère en Belgique et ici au Congo, sur tous les étendues du territoire, spécialement, spécialement sur un travail d'éducation, de formation et de changement de mentalité, notamment de la jeunesse. Et puis, j'ai la chance aussi d'être coordinateur d'une structure internationale qui s'appelle SOS RD Congo, qui est une structure qui regroupe plusieurs associations en mode plateforme parce qu'on doit apprendre à travailler ensemble et on a essayé de fédérer le maximum d'associations en Belgique et bientôt en Europe et bientôt dans le monde pour que ensemble on puisse apporter notre soutien et notre aide humanitaire par rapport à toutes ces catastrophes que vive le peuple congolais. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser en rapport avec ces sujets de la diaspora quel est le rôle de la diaspora qui peut jouer ici en RDC? Qu'est-ce qui va nous intéresser par rapport à ce que vous faites? Ben écoutez, d'abord le rôle de la diaspora, je pense qu'elle est multiple, mais comme tout citoyen du monde ou tout citoyen d'un pays, on a des droits et des devoirs. En tant que Congolais, même si on vit à l'étranger, notre devoir c'est de participer au développement de notre pays et d'apporter du soutien et de faire monter le drapeau très haut pour que tous les Congolais d'abord soient fiers d'être des Congolais, mais aussi que les gens qui vivent à l'extérieur, les étrangers, puissent avoir une image des Congolais digne de ce mot. Donc c'est notre devoir en fait, on ne fait que notre devoir et pour ça on doit nous faciliter les choses, on doit nous permettre d'être actifs et de pouvoir amener notre science, notre connaissance, nos expériences, mais aussi notre argent et nos relations pour développer notre pays, pour que même quand on est à l'extérieur, quand on voit notre pays, quand on voit le drapeau, on peut être fier un peu de ce drapeau. Donc c'est un peu le rôle qu'on essaie nous de jouer, même si on vit à cheval entre les deux. On crée un peu ce pont entre les Congolais qui sont à l'extérieur et leur pays d'origine, les institutions et la société civile. Alors, vous savez que la diaspora est divisée. Moi, je dirais ça comme ça parce qu'il y a des diasporas comme les Bokechu. C'est aussi un diaspora. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas si on peut l'appeler comment. Parce qu'ici, nous parlons des rôles qu'il doit jouer la diaspora en RDC. Est-ce que Bokechu peut aussi jouer ce rôle-là? Alors, c'est bien de distinguer les deux types de diaspora. On voit souvent... Vous voyez que je n'hésite pas à citer son nom. Moi, je bien le sûr. Comme ça parce que ce qu'il fait, il fait passer dans les réseaux sociaux. Moi, en tant que Congolais, je n'aime pas. Tout à fait. Alors, il y aura des Congolais au niveau des diasporas qui vont souvent être dans l'insulte, donc dans l'émotion exagérée et qui vont passer leur temps à insulter. Je ne me reconnais pas dans la personne dont vous venez de dire. Voilà. Et puis souvent, la plupart des personnes qui insultent comme ça, c'est quand même étonnant de créer une chaîne où vous ne faites que insulter, insulter, insulter. Voilà. Je pense qu'il est plus intéressant. Ils sont beaucoup. Hein. Ils sont beaucoup. Et je pense qu'il est plus intéressant d'écouter cette diaspora qui vient sur le terrain, qui apporte justement des actions, que ce soit humanitaires ou sociopolitiques et économiques sur le terrain. C'est plus intéressant justement de s'adresser à cette diaspora-là. Parce que moi, je ne me suis pas représenté par la personne que tu as dit et tous ces gens qui insultent. Parce que l'insulte n'apporte rien. Il vaut mieux peut-être critiquer, avoir une critique constructive et aussi apporter des propositions et venir sur le terrain, faire les choses sur le terrain. Voilà. La plupart de ces gens qui insultent, ils n'ont même jamais envoyé un Doliprane à Goma là-bas. Mais c'est les premiers à venir gueuler, dire ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas faire attention à ces personnes-là. Moi, ce qui est important, je voudrais aussi apporter certains chiffres parce que on parle de diaspora. Il faut savoir que la diaspora, donc en dehors de la République démocratique du Congo, nous sommes quand même 1 300 000 à l'extérieur du pays. Et ce qui est fort avec les Congolais, c'est que les Congolais sont des gens courageux. C'est des personnes qui sont prêtes à aller dans des terres inconnues et qui y vont. Nous sommes partout dans le monde. Et c'est une force en réalité. Les Congolais ne prennent pas conscience. Vous pouvez même voyager, si vous avez la chance, vous allez croiser un Congolais au fin fond du Pérou. C'est une force. Mais on n'a pas conscience de cette force-là. Alors, juste pour préciser, rien qu'en Europe, les Congolais... ça, c'est d'après les rapports de l'OIM, donc l'Organisation internationale des migrants et l'ONU. Donc, ils estiment qu'on est à 200 000 personnes rien qu'en Europe. Au niveau de la France, l'Europe, ça comprend aussi la France. Oui. Aux États-Unis, les Congolais sont à 50 000 personnes. Au Canada, sont à 20 000 personnes. Dans les pays tels que l'Asie, c'est que des milliers de personnes. Même dans le reste du monde, c'est que des milliers de personnes. Là où il y a le plus de Congolais de la diaspora, c'est au Congo. C'est en Afrique. On est 1 million de personnes de Congolais
à l'intérieur de l'Afrique. Donc, quand on parle de mouvement migratoire, c'est plus un mouvement intra-africain. Et les médias occidentaux veulent nous faire croire que tous les Africains veulent venir en Europe. C'est pas vrai, c'est faux. Je rajoute, même quand on prend à l'échelle de l'Afrique entière, 80% des mouvements migratoires se font à l'intérieur de l'Afrique. Ils ne se font pas en Occident. C'est que 20%. Mais quand on écoute les médias occidentaux, on a l'impression que tout Africain qui vient au monde, il veut venir en France. Donc, il faut le rappeler. Voilà. L'Africain aime son pays dans un premier temps. Il ne faut pas écouter les médias occidentaux qui nous bourrinent avec des bêtises. Vous comprenez? Donc, pour revenir sur le cas de la République démocratique du Congo, nous sommes une force. Et c'est dommage que les Congolais ne prennent pas conscience de cela. Imaginez-vous si nous avions un service secret bien structuré. On n'aurait même pas besoin d'acheter beaucoup de drones en masse. Nous avons chaque Congolais dans le pays du monde. Moi, j'ai voyagé, chaque pays que j'ai fait, et Dieu merci, j'ai fait pas mal de pays, j'ai toujours croisé un Congolais. En Thaïlande, en Dubaï, j'ai toujours croisé des Congolais. Mais je dis, mais c'est incroyable. Donc, nous avons une force et nous devons prendre conscience de cette force-là. Donc, la diaspora est importante parce que la diaspora, même en termes de transfert d'argent au pays, je parle bien des Congolais de la RDC, nous sommes à 2,36 milliards de dollars par an. C'est énorme. Et ça, c'est les rapports de la Banque mondiale qui le dit. Donc, c'est important. Et je termine avec ça, je chute. Nous avions une entité qui représentait la diaspora ici au Congo. Bon, apparemment, elle a été supprimée. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que il faut que nous ayons quelqu'un qui représente la diaspora ici, même au sein du pouvoir. Joseph Kabila avait un ministère auparavant des Congolais des étrangers. Tout à fait. Parce que la diaspora est importante. Même si nous sommes que 1 300 000 au total, si on nous réunit nous tous, nous sommes importants. Parce que 2,36 milliards de dollars par an, c'est pas rien. On aide la famille sur la partie sociale, etc. Donc, oui. Ok, mais c'est dit de vouloir ajouter quelque chose. Moi, je voulais ajouter un constat. Je vais dans le même sens, hein, je suis d'accord de l'importance que la diaspora amène. Juste si on regarde le budget, la science, les connaissances, les relations, et surtout le fait qu'un pays ne se développe aussi avec les relations internationales. Donc, être partout, ça facilite les relations internationales. Si on donne les moyens à ces Congolais de s'exprimer et aussi voir quelle image ses propres Congolais. Si moi, je suis Congolais et que je quitte mon pays avec une image négative, quand j'irai ailleurs, j'apporterai une image négative de mon pays. C'est ce qu'on ne veut pas. Et puis, vous parlez d'un personnage qu'on peut citer peut-être ou pas. Moi, je ne donne pas trop d'importance, mais il y a la diaspora aussi qui est souvent négative. Mais moi, j'appelle maintenant à la responsabilité de chacun. Ils sont négatifs, mais ils sont médiatisés, ils sont regardés par les Congolais. C'est-à-dire que vous n'aimez pas, par exemple, Bokecho et les autres, mais les gens les regardent et les suivent. Ils sont connus, ils sont suivis. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas les Congolais qu'on aime la médiocrité? Vous critiquez ce personnage-là, mais il a un public qui le suit. Et même si on le suit pour rigoler de lui, on le suit. Donc, ça donne une crédibilité, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais aussi mettre l'accent sur l'importance et la répartition des médias. On invite très rarement les Congolais actifs. Exemple, là, nous, on vient d'arriver ici avec un groupe qui s'appelle SOS RDC et on a ramené 16 tonnes. 16 tonnes de dons qu'on a récoltés en moins d'un mois. Mais qui en parle? Ça n'intéresse pas les gens. Est-ce que vous avez consulté les médias? Non. Maintenant, est-ce que Bokecho a consulté les médias? Mais il est connu. C'est-à-dire que des fois, c'est le rôle d'un média d'aller chercher l'information. C'est le rôle des médias de chercher l'information. Maintenant, nous, on est passé à la télé. Parlons-en, s'il vous plaît. Vous venez ici au Congo, oui. Vous parlez à personne. Comment est-ce qu'on va savoir qu'il y a un monsieur qui est venu pour faire des... On est arrivé au Congo, on est passé à la RTNC, à B1 et à d'autres chaînes. On est passé à Top Congo, on est passé à Radio Capi. Donc ça, je pense que j'ai mis les noms les plus connus, à moins que je ne me trompe pas. Mais est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que les gens sont intéressés par les bêtises ou les gens sont intéressés par le progrès? C'est à nous aussi. C'est pour ça que le rôle de Change As Bell, c'est ça. Pose-nous la question. Nous, quand tu regardes TikTok ou Instagram ou quoi que ce soit, tu cherches mais tu vas regarder les bêtises ou le débat intellectuel important. C'est ça. Donc, on peut critiquer un individu comme Bokecho, mais il faut d'abord se poser la question nous-mêmes. Quelle est notre part de responsabilité? Imaginez-vous que si jamais un gars comme Bokecho avait 0 personnes qui le suivent, ou 5 personnes, est-ce qu'il allait continuer? Il n'aurait pas de voix, il n'aurait même pas continué à faire ça. Comment est-ce possible qu'on peut citer son nom aujourd'hui? Or que on fait des choses extraordinaires dans la diaspora. Il y a des gens qui font des travaux extraordinaires, mais les gens ne les connaissent pas parce qu'on s'intéresse aussi à des bêtises. Ça veut dire que je rejette, moi, au lieu toujours de pousser l'accusation aux autres, je préfère trouver ma part de responsabilité. Moi, jamais je regarde ce qu'il fait, ce qu'il publie, tous les gens un peu, où mon cerveau n'est pas stimulé, je ne me donne pas du temps.
intéressons-nous aux choses réelles. Prenez le temps d'inviter et d'accepter les invitations sans nous demander aussi des prix exorbitants pour qu'on passe à la télé et qu'on dise ce qu'on fait. Le but, quand moi j'investis en tant qu'entrepreneur, comme mon frère à côté, si je ne viens pas avec 10 000 euros pour passer dans la télé, mon objectif à moi, c'est d'avoir 10 000 euros pour travailler dans le développement. Okay? Mais quand on arrive ici, les médias, à part le vote, nous demandent des sommes extraordinaires pour qu'on puisse passer dans leurs médias. C'est-à-dire que la moitié du budget que tu as mis pour développer ton pays, ça passe dans les médias. Maintenant, il y a d'autres gens qui aiment bien passer à la télé, qui s'aiment. Non, moi, j'essaie d'être discret. J'essaie de plutôt mettre en avant les actions qu'on fait. Okay? Je pense que c'est rare que la Belgique nous a donné 2 avions militaires entiers que pour acheminer nos dons à Kinshasa. On a ramené des vêtements, des chaussures, des bâches, on a ramené beaucoup de médicaments, beaucoup de produits d'hygiène et de la nourriture non périssable. C'est ce que les gomatraciens ont besoin. Parce qu'en février, on était ici déjà, parce qu'on vit à cheval entre 2 pays. Notre rôle, c'est de faire le pont. Pas comme certaines personnes, passer des mauvais messages. Quand je vois quelque chose qui a un problème qui est ici, je retourne dans la diaspora et je sensibilise en leur montrant des vérités, des vidéos, du concret. Je suis un frère de la diaspora et je montre à mes frères et à mes soeurs diaspora, regardez ce qui se passe dans notre pays. On a besoin d'intervenir. La diaspora doit jouer un rôle. On doit stopper cette guerre. Mais en attendant qu'on stoppe cette guerre, il faut aider les populations qui sont victimes d'une guerre qu'on nous a imposée. Comment faire? On était à Goma, on était à Saké, où il y a des bombardements. Parce que Goma, louange à Dieu, n'a pas encore été bombardé. Donc il faut aussi oser quitter les chantiers où il y a la paix. On a été à Saké, on a vu les populations. On leur a demandé, vous avez besoin de quoi? Vous savez c'est quoi qu'ils m'ont dit? La première chose, avant que vous nous ameniez des cadeaux, on a besoin de rentrer chez nous. On a besoin de la paix. C'est la première chose qu'ils demandent, c'est la paix et de rentrer chez nous. Par rapport à ce qu'il dit, c'est que moi-même qui ai aussi intervenu à Goma pour des actions humanitaires, quand on discute avec les gomatraciens, ils sont sincèrement fatigués de cette guerre. Et certains ont même témoigné en disant que comme ça, imaginez-vous, ils sont à ce niveau-là. Ils sont vraiment dépités, ils sont vraiment, donc ils en ont vraiment marre parce que c'est eux qui subissent réellement parce qu'ils sont proches des conflits actuellement. Donc les gomatraciens en ont vraiment marre. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai appris que justement il y a la route qui permet de livrer la nourriture a été bloquée. Donc il y a un risque aussi peut-être de révolte. Ça a été bloqué il y a pas très récemment par les M23, je ne sais pas trop quoi. Donc on est en train d'asphyxier les gomatraciens comme ça et c'est aussi leur stratégie. Ils veulent provoquer, oui, ils font ça exprès. Quand ils bloquent une route, voilà. C'est justement pour tout à fait. La ville de Goma a pris cet officier afin qu'ils puissent faire les mauvais besoins. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin, il y a comment dirais-je, il y a vraiment une urgence qu'il faut vraiment prendre à bras le corps et puis il faut qu'il y ait vraiment des décisions significatives pour résoudre cette guerre. Il faut réellement. Et puis voir aussi les alliés que la République démocratique du Congo choisit. On ne peut pas prendre des alliés qui fournissent des armes au Rwanda. On ne peut pas prendre des alliés qui demain nous sourient, puis demain ils sont en train de parler avec le président rwandais. C'est pas possible d'être avec des alliés comme ça. Donc il faut essayer de voir le choix des alliés. Et c'est pour ça que nous, on critique aussi, en même temps, on pousse l'actuel président de la République dans ce sens. Parce que nous ne sommes pas des anti-Fachi béton, etc. Non. Nous, on voit la situation qui se passe. On sollicite l'actuel président à la prise de décision à l'avantage du peuple. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple, surtout à Goma, on peut plus. Et j'ai même peur qu'on parte dans cette scission, dans cette balkanisation, si les bonnes décisions ne sont pas prises. Par contre, moi, j'ai une vision un peu différente. Il faut accompagner la vision du chef de l'État, justement, par rapport à la guerre qui se passe à Goma. Mais le peuple gomatracien est un peuple extrêmement courageux. Et malgré tout ce qu'il subit, ils ne lâcheront jamais ce territoire-là. Vous voyez, quand nous, on a vu des gens qui se battent, des Ouazalendo, des jeunes qui ont fait le choix de prendre les armes, ils disent... On ne lâchera jamais. Vous pouvez les asphyxier, les retirer X, Y, Z. Mais eux, c'est un peuple... Vous savez, moi, je suis né à Kinshasa, mais peut-être que j'aurais voulu naître à Goma. Pourquoi? Juste pour être fier. C'est un peuple digne. Il ne lâche rien. Je pense que si l'armée rentrait ici, l'armée étrangère là, du M23 ou des Rwandais rentraient ici, les Kinois auraient peut-être fui. Les Gomatraciens ne lâchent rien. Et ils mettent leurs enfants, leurs femmes, leurs hommes, les vieux à la contribution. Ils se battent et ils ne lâcheront pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Heureusement que dans le peuple congolais, il y a des peuples de guerriers. Parce qu'il faut aussi des guerriers pour nous protéger. J'aime la phrase de Mobutu qui dit
souvent qui disait à l'époque que non, s'il faut tisser les avec le diable dans le ferret pour que la qu'on puisse rester un. Exactement. Un unique. Moi, j'utilise toujours cette phrase-là pour dire que les Congo ne sera jamais balkanisé et jamais. On l'espère, on l'espère. Parlons encore une fois encore de la diaspora. Si je fais balader mon micro dans les rues de Kinshasa, ici présentement, leur poser la question sur la diaspora, il y aura sur 10, 5 qui vont me dire le président Félix Tshisekedi est venu avec la diaspora dans son premier mandat. Ils n'ont rien foutu. Ils ont volé des millions. On suppose que c'est cette diaspora-là que vous dites ou c'est une autre diaspora. Parce que dans les premiers mandats de Félix Tshisekedi, il est venu avec la diaspora, mais ce sont ces diasporas-là qui ont volé ces pays. Ils ont volé des millions. Okay. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je réponds et puis je laisserai mon frère répondre. C'est mes propos et ça n'engage que mes propos. Oui. Je pense que l'actuel président de la République est venu avec la mauvaise diaspora. Est venu avec des personnes qui ont justement baigné dans l'anti-valeur, comme on aime bien appeler ce terme-là. Parce que moi, j'ai eu la chance, et j'ai souvent la chance de voyager, je rencontre des Congolais de qualité. J'ai rencontré aux États-Unis, pour donner l'exemple, un Congolais qui travaille, qui est général dans l'armée américaine, donc dans les Marines, un général. Et c'est ce genre de Congolais que nous avons besoin. J'ai rencontré pas mal de Congolais, que ce soit au Canada, dans l'Occident. Les Congolais comme les Christian Malanga? Non, pas ce genre de Congolais-là. Des Congolais qui, justement, ont de l'expérience et ont une connaissance qui serait bénéfique pour le pays. Mais ces Congolais, justement, sont un peu discrets et ne viennent pas, peut-être parce que, justement, est-ce qu'ils ont baissé les bras, parce que quand ils voient ce qui se passe au pays, comme vous parlez de détournement, etc., peut-être ça les démotive. Mais au jour d'aujourd'hui, si on arrive à s'organiser, parce que le défaut aussi, c'est qu'on aime se plaindre, on aime créer à l'indignation, mais on ne sait pas s'organiser. C'est important au niveau de la diaspora, même au niveau du Congo, de pouvoir aussi s'organiser avec ces Congolais de qualité, ces gens qui ont de l'expérience, qui peuvent venir. Le président actuel a pris une mauvaise diaspora. Aujourd'hui, il y a un changement de gouvernement. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que cette fois-ci, il y aura un changement. Parce que, voilà, il y a une mauvaise diaspora. Et il y a une bonne diaspora, comme partout, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Voilà. Dommage pour le président, la majorité des personnes qu'il a pris, et je le dis, c'est mes propos, c'était la mauvaise diaspora. Ça reste à vérifier. Bon, moi j'ai une autre relation parce que même si je suis indépendant, je collabore avec les systèmes de l'État, parce que vous savez que je travaille dans les services de sécurité, en tout cas dans la diaspora. Et ma vision est un peu... Je pense que le président est quelqu'un qui avait des valeurs et qui a peut-être mis ses émotions avant autre chose, parce que il connaissait des gens et il a vraiment cru que ces gens-là auraient pu l'aider à apporter un changement dans ce pays. Je pense qu'avec le premier mandat, il a constaté des lacunes, qu'il y a des gens qui sont venus avec lui et qui, au lieu de l'accompagner dans le développement de ce pays, parce qu'il restera dans l'histoire. Et ceux qui aiment le président voudront qu'on parle de lui comme un président qui a fait des choses positives. Donc il doit s'entourer de personnes qui vont l'aider justement à faire des choses constructives pour que lui il puisse avoir une mémoire, dans nos mémoires, garder être en fait quelqu'un qui aura fait des choses constructives. Mais il est entouré des gens qui... Vous savez, le pouvoir c'est difficile, hein. On vous donne $1 million, vous n'avez jamais été habitué à toucher même 10 000 euros, ça peut vous perdre la tête. Et nous-mêmes, on ne sait pas comment on va réagir. Donc avant de critiquer, soyons très 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 prudents. J'ai dit souvent à mes frères et sœurs de la diaspora, on peut critiquer le gouvernement, mais nous-mêmes posons-nous la question. Ici en Belgique, en fait, il n'y a aucun pays où au mètre carré, il y a autant de Congolais qu'en Belgique. À l'extérieur. On a parlé des chiffres, etc. Mais en mètre carré, vu la dimension. En Belgique, il y a 50 000 Congolais et aux États-Unis, il y a 50 000 Congolais. Aux États-Unis, imaginez les États-Unis comment c'est grand, la Belgique c'est petit, mais ils ont le même nombre. Au mètre carré, il n'y a aucun. Au mètre carré, la Belgique est plus. Demandez aux Congolais de la diaspora de s'organiser, de créer un gouvernement, de gérer la communauté congolaise de Belgique. Et au monde, là, vous êtes étonnés. On va reprendre les caractéristiques que vous voyez ici au Congo. Parce que finalement, on est les mêmes. Il ne faut pas croire que... Parce que ça veut dire qu'on est les mêmes. Ça veut dire que moi, je pousse. Donc, il faut toujours aller vers l'avant. Et je n'ai pas le pouvoir de changer peut-être ce que le voisin pense, mais j'ai le pouvoir de changer ce que moi, je peux faire. Moi, avec mes équipes, avec mes amis, avec mes contacts, changeons les choses.
développons la diaspora, montrons que la diaspora peut devenir encore plus positive. Montrons que si demain on accède au pouvoir avec le président ou d'autres personnes, on pourra faire des actions concrètes. Mais avant même d'accéder au pouvoir, il ne faut pas attendre d'être président ou d'être ministre ou d'être qui que ce soit pour faire quelque chose. Nous, on n'a pas attendu ça pour investir au Congo, acheter des terrains, acheter des maisons et surtout investir de l'argent et créer de l'emploi au Congo. Donc, faites déjà les actions et peut-être, si Dieu le veut, on vous remarquera et on vous mettra à votre place. Il y a des Congolais de qualité partout, mais il suffit juste qu'on prenne les bonnes personnes et on le met au bon endroit. C'est tout ce qu'on a besoin. Merci en tout cas. La réalisation nous dit que nous faisons signe qui nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci. Nous allons quand même vous donner Je vous remercie à vous. une minute pour conclure l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en une minute? Alors, il est très important, et je dirais même qu'il est plus qu'urgent, que les Congolais de la diaspora, je vise plus la diaspora de qualité, parce qu'il y a des diasporas de qualité, de personnes très intelligentes, qui peuvent apporter beaucoup au pays. Les Congolais de qualité de la diaspora, les Congolais de qualité de la République démocratique du Congo doivent absolument se fédérer et s'unir pour justement essayer d'amener des actions sociaux, politico, économiques, et afin de permettre à une meilleure gouvernance également. Parce que même l'actuel président, il peut s'appeler M. Félix Tshisekedi ou X et Y. Tant qu'il prend des décisions à l'avantage du peuple, nous allons le soutenir. Je serai même le premier à soutenir. Et on avait échangé rapidement pour ne pas être long, c'est que on nous a greffé la démocratie. Les Congolais ne sont pas faits pour la démocratie. Les Congolais sont faits pour une bonne dictature. J'aime dire ça aussi. Nous sommes pas faits pour la démocratie. Donc, si nous avons un bon dirigeant qui peut être dictateur, mais qui travaille pour le peuple, je serai le premier à le voter même pour 30 ans. Si demain, M. Félix Tshisekedi prend les bonnes décisions pour l'avantage du peuple, je le voterai même pour 30 ans. Il n'y a pas de souci pour moi. Merci beaucoup. Mon message que je lancerai à tout le monde, les Congolais de l'extérieur et de l'intérieur, soyez l'exemple du changement. L'image que nous-mêmes on a du Congo, c'est laquelle? Et quelle image on veut donner du Congolais à l'extérieur? C'est important. Quelle image nous on a du Congo et quelle image on voudrait que les gens ont du Congo en général. Travaillons chacun de notre niveau. Chacun de notre niveau à changer les choses. Apportons un changement, créons de l'emploi. On a de l'imagination. Tu n'as pas d'argent, mais tu as au moins un cerveau. Tu as une connaissance. Chacun est capable de faire des choses. Ne nous décourageons pas. On sait que le diable met beaucoup de barrières, mais croyons en Dieu et nous-mêmes devenons des acteurs de Dieu. C'est-à-dire que nos actions doivent démontrer qu'on croit encore, qu'on a l'espoir et soyons solidaires. Que s'il y a un Congolais qui est touché, tous les Congolais doivent bouger. Si un Gomatricien tombe, tous les Congolais doivent réagir. Si un Quinois tombe, tout le monde doit réagir. Si un Congolais de l'extérieur tombe, tout le monde doit réagir. C'est-à-dire, apprenons à voir cette vision nationale patriotique. C'est l'avenir de nos enfants. On a hérité de Dieu, d'une terre tellement convoitée par tout le monde. Nous, on parlait de l'immigration, les Congolais rêvent de se partir. Tous les Congolais, quand moi je travaille avec les jeunes, le rêve de 80% des jeunes Congolais, c'est de partir. Changeons ce paradigme. Montrons-leur, démontrons que le paradis, c'est chez nous. Il faut qu'on y croit. Et pour ça, transformons ce pays en paradis. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour que le pays soit un paradis. Merci beaucoup, cher invité. Merci à vous. D'avoir animé avec moi cette émission qui était longue aujourd'hui en tout cas. Je dis ça comme ça. Tosoli mingi, tosoli beaucoup plus. Dans ma solo, il y a l'exploration, il y a bien des immobiliers dans RDC, beaucoup plus à Kinshasa. Et aussi des émissions où nous avons ajouté une autre invité, M. Dido. M. Dido, c'était les rôles qu'il doit jouer la diaspora en République démocratique du Congo. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci. Au revoir.